On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Nagale Bagayoko, président de l'African Security Sector Network. Bonjour. Bonjour. Et Elena Voloshin, chroniqueuse internationale ici à France 24. Bonjour Elena. Bonjour Raphaël. Gulliver Krag sera également avec nous dans un instant. Il est à Dnipro, en Ukraine. Il nous parlera de la situation là-bas. Bonjour Gulliver. Au sommaire, bonsoir. Une réponse appropriée. Voilà ce que promet la Russie si Kiev utilise des missiles américains contre son territoire, après le feu vert donné hier par l'administration Biden. Et puis une victoire en forme de plébiscite pour le parti au pouvoir au Sénégal. Le PASTEF pourrait décrocher les 3/4 des sièges au Parlement, donnant ainsi au président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko les moyens de mettre en œuvre la rupture radicale promise aux Sénégalais. C'est tout de suite, on va plus loin. La Russie menace, au lendemain de la décision américaine, de permettre à l'Ukraine de frapper le territoire russe à l'aide de missiles longue portée américains. Moscou promet une réponse appropriée. Le président de la Douma évoque déjà de nouveaux systèmes d'armes, sans toutefois préciser lesquels. Aucun signe de désescalade, en tout cas sur le terrain, où une nouvelle frappe russe a fait 10 morts à Odessa. On voit ça en image avec Florent Renaud. Sur cette vidéo, une soldate ukrainienne abat un missile russe. Ce lundi, l'Ukraine a subi une énième attaque aérienne massive. Après les infrastructures énergétiques du pays ce week-end, ce sont cette fois des immeubles résidentiels qui ont été visés. À Kherson, mais aussi à Odessa, la grande ville portuaire du Sud, où plusieurs personnes ont été tuées. Objectif du Kremlin, saper encore un peu plus le moral d'une population usée par près de 3 ans de guerre. La grande nouveauté, les soldats ukrainiens pourront dans quelques jours frapper en profondeur le territoire russe. Car ce dimanche, Joe Biden a enfin accédé à l'une des demandes formulées depuis des mois par Volodymyr Zelensky, l'utilisation de missiles américains de longue portée. Une décision de nature à jeter de l'huile sur le feu, selon les propos de Moscou. Si une telle décision était effectivement formulée et communiquée au régime de Kiev, il s'agirait bien entendu d'un nouveau cycle de tensions et d'une nouvelle situation du point de vue de l'implication des États-Unis dans ce conflit. Des forces russes qui, dans le même temps, continuent d'avancer dans le Donbass. Elles ont ce lundi revendiqué la prise d'un nouveau village dans la région stratégique de Pokrovsk, où s'est rendu dans la journée Volodymyr Zelensky pour y féliciter ses troupes pour leur résistance. Montrer les muscles avant le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, c'est aussi l'objectif de Moscou. Puis on part à Dnipro à présent, en direct avec nous en Ukraine. Gulliver Krag pour France 24. Gulliver, qu'a voulu adresser comme message Volodymyr Zelensky par cette visite, Pokrovsk, puis Kupiansk, plus au nord? Écoutez, j'ai parlé aujourd'hui à des soldats ukrainiens, pas à Pokrovsk, mais à Drushkivka, toujours dans la région de Donetsk, un peu plus à l'est. Et je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'ils pensaient de la position de Volodymyr Zelensky, eux qui sont tellement fatigués, qui parlent d'une situation tellement difficile, notamment en termes du personnel, et Volodymyr Zelensky qui n'arrête pas de dire qu'aucun compromis n'est possible et on va continuer à lutter. Et l'un d'eux m'a répondu très clairement, il est très facile de dire ça quand vous allez vous coucher dans une chambre bien chauffée avec votre famille dans la ville, est beaucoup plus compliqué quand on est ici comme nous et qu'on est très fatigué. C'est peut-être avec ces gens-là en tête que Volodymyr Zelensky décide de visiter le front pour montrer qu'il est tout de même avec eux. Je pense que certains pensent qu'il faudrait être ouvert à un compromis et faire un peu plus face à la réalité. En Ukraine, certaines personnes pensent que Volodymyr Zelensky, dans sa rhétorique, s'éloigne vraiment de la réalité. D'autres, y compris parmi les soldats à qui j'ai parlé aujourd'hui, disent qu'il n'est vraiment pas possible pour l'Ukraine de commencer à parler de gel du conflit à ce stade, parce que là où on est
en ce moment, ce serait vraiment assez désastreux pour l'Ukraine, même d'un gel du conflit, même d'un cessez-le-feu qui serait de relativement courte durée. Ils sont convaincus que la Russie en profiterait plus. Alors, je pense que certains soldats critiquent Volodymyr Zelensky et pensent que sa position n'est pas vraiment tenable et il est aussi en partie, en tout cas, responsable de l'échec de la mobilisation, dans le fait qu'ils n'ont pas assez de gens en ce moment. Mais je dois dire que j'ai entendu beaucoup plus de critiques envers l'Occident, même après cette décision aujourd'hui de Joseph Biden de laisser l'Ukraine utiliser les ATACMS sur des cibles en Russie. Oui. Beaucoup plus de critiques envers l'Occident pour sa lenteur dans ces décisions qu'envers le président ukrainien. Cette décision critiquée pour sa lenteur, nous dites-vous, est-ce qu'elle renforce la détermination des Ukrainiens? Quel est l'impact, d'après vous, de cette annonce? Je pense que ça donne un petit boost au moral des soldats sur le terrain, mais ceux qui sont dans le Donbass se rendent bien compte que si c'est pour utiliser les ATACMS uniquement sur la région de Koursk, ce ne sera pas d'une très grande utilité pour eux qui aimeraient bien frapper les bases aériennes de la Russie, notamment dans la région de Rostov, juste à l'est du Donbass. Ils ont dit qu'ils étaient très contents de la décision, mais quand je leur ai posé la question, est-ce que vous pensez que ça va vraiment changer la donne, changer le cours de la guerre? Ils ont dit que non, ils n'ont pas ce genre d'attente-là. Peut-être que ça peut aider à pousser les Russes à négocier sur des bases un petit peu plus acceptables pour l'Ukraine que les positions actuelles, où vous avez Dmitri Peskov aujourd'hui qui, quand on lui a posé une question sur la proposition du président turc de geler le conflit sur les lignes actuelles, qui a dit que cela ne serait pas acceptable pour la Russie qui visiblement pense que ses forces ont le vent en poupe et qu'ils seront capables de conquérir beaucoup plus de territoires ukrainiens avant la cessation des hostilités. Merci Gulliver Krag, en direct de Dnipro pour France 24. Elena Voloshin, ces missiles, ils permettent de rééquilibrer un peu le rapport de force, ou ils arrivent trop tard aujourd'hui dans le conflit pour changer quoi que ce soit? Ouais, malheureusement, ils arrivent trop tard. L'effet, il sera tactique, il ne sera pas du tout stratégique. C'est-à-dire que ce sont des missiles, Gulliver le mentionnait, qui sont de 300 km de portée. Ils devront, les Ukrainiens, recevoir au cas par cas l'autorisation pour viser des cibles. L'autorisation de Washington. L'autorisation de Washington, oui, bien sûr. On a des aérodromes militaires, notamment, d'où la Russie lance ses attaques longue portée sur l'Ukraine. Odessa a été frappée, aujourd'hui, par des missiles envoyés depuis la Crimée, depuis des aérodromes militaires en Crimée, 10 morts, des dizaines de blessés. Et là, évidemment, 300 km, ça permet à l'Ukraine de frapper notamment les aérodromes militaires de Crimée, par exemple, ou alors ceux au sud de la Russie, à la frontière, dans les régions de Koursk, Belgorod, Bryansk, Rostov. Oui. Et le nord de l'Ukraine, en fait, le nord-est de l'Ukraine. Oui, le nord-est de l'Ukraine, le sud-ouest donc de la Russie. Au-delà, la Russie a des aérodromes militaires sur tout son territoire, d'où elle lance des attaques sur l'Ukraine. Il y en a à Saratov, il y en a dans la région de l'Amour, en Extrême-Orient russe. Donc ça permettra à l'Ukraine d'avoir éventuellement moins de pertes. Et chaque vie humaine est une vie humaine. Donc moins de morts, moins de blessés, évidemment, c'est très important. Mais stratégiquement, on dit là maintenant, voilà, alors comment réagit la Russie à la décision de Joe Biden? Mais c'est plutôt quand a réagi Joe Biden à l'invasion de la Russie. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est Joe Biden qui est en réaction tardive par rapport à Vladimir Poutine, et ce n'est pas la Russie à qui cela permet d'alimenter toujours ce même discours de la Russie agressée, etc., par les actes de guerre américains qui réagit. Donc voilà, en l'occurrence, on a Donald Trump qui arrive à la Maison-Blanche le 20 janvier, qui a une position qui est quand même radicalement différente. Donc là, c'est un peu vraiment les derniers efforts pour aider l'Ukraine avant les négociations. Il reste 2 mois donc pour l'Ukraine pour éventuellement frapper le territoire russe, Niagale Bagayoko. On peut faire beaucoup de choses en 2 mois ou la messe est dite? Non, on ne peut évidemment pas faire grand-chose en 2 mois, mais on peut se demander si la décision de Joe Biden, qui évidemment est très tardive... Il n'a pas confirmé officiellement d'ailleurs. Effectivement, en plus, c'est un porte-parole officieux qui a fait état de cette décision. Est-ce qu'elle ne vise pas justement à faire en sorte que dans le cadre des négociations qui s'annoncent, de toute façon, l'Ukraine soit en moins mauvaise position qu'elle ne l'aurait été si elle
n'avait pas eu cette autorisation d'utiliser ces missiles à longue portée. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que cette décision peut aussi s'expliquer et d'ailleurs justifiée par rapport au déploiement avéré des soldats nord-coréens qui semblent aussi avoir changé. C'est un casus belli pour Washington ? Un casus belli, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, la volonté de contrer symboliquement au moins un déploiement nord-coréen est certainement perçue comme important par l'administration Biden, bien qu'on ne puisse pas forcément considérer que ces forces nord-coréennes sont très opérationnelles, parce qu'il faut rappeler qu'elles n'ont pas combattu depuis 1953, ce qui est quand même une très très longue période. Mais ça a sans doute joué dans la décision. Est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse qu'à défaut même de rééquilibrer le rapport de force ou donner des arguments à l'Ukraine dans le cadre d'une négociation demain, cette décision, au contraire, nystérise le débat ? Vladimir Poutine, la Russie, on a vu les déclarations qui ont été faites notamment par la porte-parole adjoint du ministère russe des Affaires étrangères, qui évoquait elle aussi l'hypothèse d'une co-belligérance qui ferait des États-Unis, de par la fourniture de ces armes et leur emploi sur le sol russe, un belligérant, une partie au conflit. Et puis la réaction de Donald Trump lui-même, qu'on sait imprévisible et qui pourrait s'estimer, lui, voire en tout cas une forme de préemption par Joe Biden de ce que sera la position américaine demain. Mais en fait, on est en train de commenter quelque chose qu'on a entendu. Ouais, malheureusement, voilà. Oui. Moi, j'écoute tous les jours ce que disent les Russes, et ça, ils le répètent tous les jours, en l'occurrence. Et non pas seulement lorsque... Vous voulez dire la co-belligérance ? Oui, la co-belligérance, même pas la co-belligérance. Les États-Unis qui sont à l'origine du conflit. C'est ça le discours russe, c'est que les fauteurs de guerre, ce sont les Américains. Pas plus tard que le 7 novembre, lors de la réunion du club Valdaï, Vladimir Poutine disait encore les appels de l'Occident à une défaite stratégique de la Russie, un pays qui possède un arsenal nucléaire d'une telle ampleur, sont d'un aventurisme sans limite des politiques occidentaux. Un tel aventurisme, une telle impunité va mener le monde à une tragédie mondiale. Donc en fait, si vous voulez, c'est un discours qui est absolument tous les jours. Le fait, excusez-moi, que Dmitri Peskov ou Maria Zakharova ou Vyacheslav Volodine, le chef de la Duma, disent aujourd'hui alors là, les Américains entrent en co-belligérance. Attention, mais enfin, nous, on est en train de le commenter parce qu'on a une agence France Presse sur le sujet, mais ils le disent tous les jours. Ils le disent tous les jours. Vladimir Poutine. C'est pas la même chose de faire usage d'armes sur le sol russe. Vous pensez que ça ne changerait pas la donne, vous ? Mais on fait déjà usage. Il y a une partie du territoire russe qui est occupée par des néo-nazis envoyés par les Américains, selon le discours russe. Donc, si vous voulez, le crime, il est là. Le pont lorsqu'on se rappelle, il faut le dire, lorsque le pont au-dessus du détroit de Kerch, qui relie la Crimée à la Russie, a été bombardé, Moscou disait la même chose. La ligne rouge est franchie. Voilà, les États-Unis attaquent le sol russe, pardon. Lorsque ils ont commencé à frapper avec des drones les bases militaires en Russie, c'est pareil. Le discours va changer avec l'arrivée de Donald Trump, d'après vous, pouvoir qu'on dit plus sympathique ou plus ouvert le discours est déjà en train de changer. C'est-à-dire que là, on a un président américain qui va enfin combattre le lobby financier qui avait mis en avant le projet ukrainien. Le discours russe concernant les Américains. Voilà, moi je suis toujours en train de véhiculer, vous savez, je suis un peu un haut-parleur à propagande russe. Le discours il est là, donc ça y est, en fait, les États-Unis vont reprendre leur destin en main, vont enfin faire face au lobby, au deep state, à l'État profond qui a créé cette Ukraine nazie, projet anti-russe, etc. On va enfin faire baisser la tension. Le monde va peut-être éviter une troisième guerre mondiale. C'est ça le discours des Russes. Donc la Russie n'attend pas que l'Amérique de Trump fasse usage, ou en tout cas permette à l'Ukraine de faire usage de ses missiles à partir ou après le 20 janvier. La Russie attend de Donald Trump qu'il négocie une trêve au maximum avantageuse pour la Russie. C'est-à-dire qu'a déclaré Vladimir Poutine ? Il a déclaré que 4 régions ukrainiennes, en plus de la Crimée, étaient russes, dans des frontières qui n'ont pas encore été militairement occupées par son armée. Donc là, la négociation à minima pour la Russie va être qu'on va négocier le fait que soit geler la ligne de front, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure dans notre conversation, entre 2014 et 2022, il y avait une ligne de front déjà en Ukraine avec une partie du territoire administrée secrètement par la Russie. Aujourd'hui, maintenant, ça va être su de tout le monde que c'est la Russie, mais gel de cette ligne de front et ensuite négociation sur le statut neutre de l'Ukraine, le fait qu'elle n'adhère pas à l'OTAN, etc., qui va permettre éventuellement à la Russie de grignoter au fur et à mesure du territoire en violant des accords de cessez-le-feu, tout en accusant les nazis ukrainiens de les violer sur ordre des Américains, comme toujours.
La décision américaine, Yagalé Bagayoko, oblige-t-elle la France et le Royaume-Uni à autoriser à leur tour les Ukrainiens à faire usage de ces missiles, de leurs missiles longue portée? Alors là, on parle des missiles solaires longue portée français, les Scalp. Là, on a entendu d'ailleurs le ministre français des Affaires étrangères évoquer cette possibilité, en tout cas dire que ça restait une option. Et puis, silence radio en revanche côté Royaume-Uni sur les Storm Shadow, on ne sait rien. Tout à fait. Alors, il y a cette question de la position britannique et de la position française. Il faut aussi rappeler que les États-Unis de Biden avaient d'ores et déjà un peu assoupli quand même leur doctrine avec la décision qui avait été prise après, dans la région de Kharkiv, d'utiliser des missiles à moins longue portée, simplement de 75 km de portée, qui avait aussi influencé la position et de la France et des États-Unis et du Royaume-Uni. Mais leur position, elle doit être aussi inscrite dans un cadre européen plus largement. Oui, et la difficulté est celle de l'Allemagne avec la prise de position d'Olaf Scholz qui s'oppose à l'autorisation de ces tirs à longue portée et qui, par ailleurs, a passé sans parler de la Hongrie et de la Slovaquie, deux pays qui, de toute façon, amis sont complètement du côté russe. Mais cet appel d'Olaf Scholz, qui a été passé manifestement à Vladimir Poutine et qui laisse entendre que les Européens ne seront pas unis dans les positions qui seront adoptées en cas de négociations de plus en plus probables. Vous pensez que la crainte de se retrouver à partir du 20 janvier au milieu du gué, si on a autorisé les Ukrainiens à faire usage de Storm Shadow et de Scalp, et que d'un coup, Donald Trump lui retirait l'accord donné aux Ukrainiens, cette idée-là, elle trotte dans l'esprit des dirigeants français et britanniques aujourd'hui. Le fait de ne pas vouloir se retrouver seul au milieu du gué après le 20 janvier face à Vladimir Poutine. Mais c'est ça qui est compliqué, particulièrement pour la France. Alors le Royaume-Uni a un gouvernement qui est en difficulté, mais qui vient d'arriver, donc qui a quand même un peu plus de marge de manœuvre. On voit que Emmanuel Macron, y compris sur la scène l'envoi de formateurs en Ukraine. L'envoi de formateurs, absolument, mais y compris sur la scène française, ce sont des positions qui ne seront pas forcément faciles à tenir sur la durée. Donc vraiment, cette capacité à emporter l'adhésion d'autres Européens, sachant que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, sera très difficile à mon avis. Elena Voloshin, vous pensez effectivement que c'est une décision qui ne va pas de soi pour les Français et les Britanniques, même si on a connu, on voit encore Boris Johnson très allant aujourd'hui, inciter Londres à aller plus vite, plus loin? Moi, je pense qu'il y a vraiment une volonté de la part des Français, des Britanniques, de reprendre en main la sécurité européenne. Il y a plus qu'une volonté. La France est passée en économie de guerre. Il y a vraiment un discours qui a beaucoup changé, notamment par rapport à Vladimir Poutine, de la part d'Emmanuel Macron. De l'autre côté, encore une fois, si je me place du point de vue du discours russe, il y a une action militaire en Ukraine, mais il y a une action politique. Et le front politique, il est énorme et il n'est pas moins important que le front militaire, à savoir que la Russie mise explicitement sur un changement de gouvernance des élites mondiales. C'est en train d'arriver aux États-Unis. Ils sont en train de travailler, on en parlera tout à l'heure, sur le continent africain et en Europe. En Europe, aujourd'hui, vous avez Viktor Orban qui tenait le sommet de l'Union européenne et qui disait il faut arrêter de cette guerre au cœur de l'Europe, on doit absolument cesser les fusions de sang. Entendez par là, on doit justement aller dans le sens de Vladimir Poutine, figer la ligne de front, cesser d'armer l'Ukraine. C'est un discours que tient l'extrême droite française, c'est un discours que tient le parti Alternative pour l'Allemagne et de Sarah Wagenknecht en Allemagne. En Allemagne, le pouvoir est sur le point de changer. Alors pour le coup, en l'occurrence, potentiellement pour un chancelier qui sera plus enclin et plus CDU, dur, du CDU, plus enclin à aider l'Ukraine que ne l'aura été Olaf Scholz, en Slovaquie, encore une fois, Robert Fico. Pour vous, on a moins à craindre, ici en Europe, une riposte militaire de la Russie qu'une déstabilisation politique? C'est ce que vous dites? C'est-à-dire que la déstabilisation politique, elle est déjà en train d'arriver. Ouais. Et si vous écoutez les milieux, les think tanks, les milieux militaires, etc., on est en état de guerre. Non conventionnelle. Guerre informationnelle, oui. Guerre en dessous du seuil conventionnel. Ça va au-delà de la guerre informationnelle. La guerre informationnelle, c'est seulement l'une des composantes de la guerre hybride. La guerre hybride, c'est tous azimuts. La cyberattaque, ce n'est pas une partie. Ce n'est pas seulement de la guerre informationnelle. Lorsque vous faites dérailler des trains, ce n'est pas de la guerre informationnelle. C'est
c'est du tactique. Les agents d'influence, les infiltrations, enfin, etc. Là, en plus, on sonne comme un complot qui est pour le coup le discours russe dirigé contre le deep state américain, mais en attendant, ce sont exactement les Russes qui sont en train d'appliquer cette stratégie pour, encore une fois, faire changer les élites. Et c'est extrêmement explicite dans le discours russe, sur les plateaux de débat comme vous et moi. Ils sont en train de dire, voilà, leurs heures sont comptées. Cette hégémonie mondiale, cette domination mondiale des valeurs décadentes occidentales, bientôt, eh bien, il y aura un monde plus juste, un monde multipolaire. On dira encore un mot tout à l'heure du discours qu'ils ont vis-à-vis du continent africain, cette idée de la justice souveraine, voilà, de l'égalité presque des chances entre les États. Et malheureusement, Dieu sait que le monde a souffert de l'hégémonie américaine et occidentale, et on souffre encore. Les Russes jouent là-dessus, sauf que les Russes sont dans ce rapport de domination, prétendument au nom de la souveraineté des peuples et du rétablissement de la justice. Ils poussent leurs propres intérêts. Et en l'occurrence, Vladimir Poutine a des méthodes, comme on le voit, qui dépassent largement juste simplement celle de la guerre hybride. On le voit en Ukraine. Vous l'évoquiez à l'instant, le continent africain, eh bien on s'y attendait. C'est un plébiscite au Sénégal pour le PASTEF, le parti du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre et mentor Ousmane Sonko. Les deux hommes se retrouvent avec les mains libres pour mener à bien leur programme de réforme qu'ils annoncent radical. Les explications en images de Léo Péchard. La fête chez les partisans du PASTEF après la publication des premiers résultats. Selon les projections, le parti au pouvoir arriverait largement en tête des élections législatives. Amadou Ba, chef d'une coalition d'opposition, a reconnu la victoire de ses adversaires. Je félicite chaleureusement le PASTEF pour cette victoire qui reflète la volonté du peuple. Ce moment au-delà des clivages est une victoire pour notre démocratie et pour le Sénégal. Il nous rappelle que l'essence de la politique est de servir, d'écouter et de construire ensemble. Le gouvernement, emmené par le Premier ministre Ousmane Sonko, devrait désormais avoir le champ libre pour mettre en œuvre son programme. Lui, qui était en situation de cohabitation dans une assemblée toujours dominée par l'ancienne majorité présidentielle. Élu en mars dernier, le président Bassirou Diomaye Faye a promis de combattre la corruption, d'assurer un meilleur partage des revenus des ressources naturelles et de transformer l'État et le pouvoir judiciaire. Dans un pays miné par un taux de chômage de plus de 20% et où le coût de la vie reste une préoccupation majeure pour la population, les électeurs sont en attente de changement. J'espère qu'ils s'attaqueront au problème. Je veux que ces élections se passent bien et que le PASTEF se mette au travail. Nous avons confiance en leur programme. Le taux de participation n'est pas encore connu, mais selon des experts, il serait moins élevé que celui de la présidentielle de mars. 61,3% des électeurs avaient voté. Succès personnel pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Niagalé Bakayoko, qui oblige, ce sont les mots du PASTEF, quand on sait le niveau auquel se situent aujourd'hui les attentes des Sénégalais, qu'ils ont eux-mêmes d'ailleurs contribué à nourrir. Absolument, parce que c'est une victoire absolument écrasante. On n'a pas encore les chiffres. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les chiffres officiels ne sont pas encore publiés, mais c'est une tradition au Sénégal depuis 2000 que les médias effectuent un monitoring dans chaque bureau de vote et donc proclament les résultats. Donc d'où l'explication de la reconnaissance de la défaite par les leaders d'opposition. C'est certain qu'aujourd'hui, les deux dirigeants sont face à leurs promesses et face aux attentes immenses qu'ils ont créées, notamment en matière économique, c'est vrai, mais aussi en matière institutionnelle, notamment la question de la réforme de la justice, de la lutte contre la corruption, est vraiment au cœur de ce qui est attendu d'eux et va sans doute être un des dossiers les plus difficiles à avec Macky Sall dans le collimateur. Avec Macky Sall, en effet, qui, à la surprise générale, a choisi de revenir au Sénégal et de quitter les fonctions qu'il occupait depuis quelques mois à l'Alliance pour les peuples et la planète, et qui a obtenu un camouflé, finalement, qui est le seul d'ailleurs à ne pas reconnaître les résultats de bonne foi. Ça veut dire que cette période de passation des pouvoirs qui s'était plutôt bien passée, malgré l'incarcération, en l'occurrence du Premier ministre et du Président dans les mois qui ont précédé, on avait eu le sentiment d'une forme de réconciliation nationale. Elle a vécu.
Non, moi je pense que le cas de Macky Sall est très particulier parce que, à mon avis, ces élections signent aussi la fin de sa prééminence sur l'APR et la recomposition du paysage politique qu'on a déjà vu avec certains leaders qui avaient essayé de créer un front libéral contre le PASTEF, qui est un parti considéré comme étant très à gauche, voire à l'extrême gauche, qui n'a pas fonctionné. Mais je pense que ce sont plutôt ces recompositions qui vont dominer l'agenda plus que des questions de personnes avec Macky Sall. Ça augure de jours difficiles pour la France au Sénégal? Alors, ça augure de toute façon, en effet, d'un dialogue qui va être rude, qui va être sans concession, parce qu'il y a aussi eu des promesses qui ont été faites en ce qui concerne le franc CFA, en ce qui concerne aussi la question de la présence militaire, même si les déclarations d'Ousmane Sonko sont moins extrêmes depuis qu'il est au pouvoir qu'il ne l'avait été au début, puisqu'il ne demande pas notamment la renégociation des accords de défense, mais simplement la réorganisation de la présence militaire. Mais bien sûr, ce sont des interlocuteurs qui vont être très compliqués pour la France. D'autant plus, qu'ils ont cette légitimité démocratique absolument indéniable. Ils portent certains des discours de l'AES, donc des régimes militaires au pouvoir, en termes de valeurs dont vous parliez, de conservatisme, etc. Mais ils ont la légitimité des urnes. Un pays courtisé lui aussi par la Russie en Afrique de l'Ouest, un de plus. Oui, alors justement, la Russie est beaucoup plus encline à coopérer avec les juntes militaires, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, avec cette fameuse alliance des États du Sahel qui a été créée l'an dernier. Là, on est dans le cadre d'une démocratie qui a effectivement un discours moins radical, néanmoins qui affiche une position de neutralité par rapport notamment à la guerre en Ukraine. Et on voit que la Russie est en train de placer ses pions, exactement comme elle l'a fait d'ailleurs dans les autres pays. On ne sait pas encore ce qui se passe sur le plan de la coopération militaire, mais sur le plan de l'économie, de l'exploitation des ressources, tout est en train de se mettre en place. Il y a Mikhail Bogdanov, l'émissaire spécial de Vladimir Poutine en Afrique et au Proche-Orient, qui était à Dakar en juillet dernier, qui a inauguré une chambre du commerce et des investissements. Ce sont vraiment les premiers pas. Votre ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall, était à Moscou. Elle a rencontré Sergueï Lavrov en août. Il y a eu cette conférence de presse commune au cours de laquelle, justement, le ministre russe des Affaires étrangères a eu ce discours qui parle beaucoup à ces pays, où il a évoqué le principe d'égalité des droits et de respect commun, la justice, encore une fois, dans les relations internationales. Il a évoqué les tentatives de porter atteinte à nos relations amicales de longue date. Et puis, il y a les coopérations dans le domaine universitaire, scolaire, 6600 écoliers au Sénégal qui apprennent le russe. Enfin, voilà. Tout ça, c'est en train de se mettre en place petit à petit. Et la Russie, effectivement, avance ses pions, pour le moment, à coup de soft power au Sénégal. Merci beaucoup. Elena Voloshin, Yagalé Bagayoko. On va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans 3 minutes dans l'essentiel. Restez sur France 24.